Et nous commencerons ce premier journal d'information par la tension en perspective d'une possible opération militaire américaine contre l'Iran. Et en Israël, on estime que le président Trump aspire à lancer une opération d'envergure qui déstabiliserait le régime iranien. Et c'est pourquoi il continue à acheminer des forces militaires impressionnantes vers le Golfe Persique. Selon des responsables israéliens, il y a actuellement une étroite coopération et coordination entre l'État d'Israël et les États-Unis autour d'une telle attaque. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réuni une cellule de crise sécuritaire. Malgré ses estimations, le président Trump a déclaré durant la nuit que les pourparlers avec les Iraniens allaient se poursuivre. « J'ai dialogué avec les Iraniens », a dit Trump, « et j'ai l'intention de poursuivre cette démarche. C'est vrai, des croiseurs américains font route vers le Golfe Persique, mais il serait préférable de ne pas avoir à les utiliser », a dit Donald Trump, qui a affirmé qu'il avait posé 2 conditions à un accord avec l'Iran, l'arrêt total du programme nucléaire et l'arrêt de la répression en Iran. Le Wall Street Journal affirme que Donald Trump a étudié avec l'état-major de l'armée de l'air américaine plusieurs cas de figure à propos d'une offensive américaine contre l'Iran. Parmi ces cas de figure, on trouve le plan qui est considéré comme le plus offensif. Il s'agirait d'une série de raids aériens qui viseraient des bâtiments du pouvoir des Mollahs à Téhéran et ailleurs, et en particulier des bâtiments des gardiens de la Révolution. Il y a encore d'autres cas de figure possibles, certes toujours militaires, mais moins massives. Et puis il y a encore et toujours la possibilité de frapper économiquement le régime iranien. En attendant, l'Iran continue de menacer les États-Unis et Israël. Le porte-parole de l'armée iranienne a déclaré durant la nuit que toute démarche stupide, je le cite, de la part d'ennemis de l'Iran provoquera une riposte iranienne. Et dans ce contexte, 300 Iraniens en exil ont envoyé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans cette lettre, ils sollicitent l'aide de Benjamin Netanyahou pour protéger le peuple iranien et appellent Tsahal à frapper durement le régime des Mollahs à sa tête afin qu'il soit détruit. Ces 300 Iraniens rappellent les étroites relations qui ont réuni dans l'Antiquité la nation d'Israël au peuple perse et ils interpellent le Premier ministre. Vous avez plus d'une fois promis que le peuple en Israël se tiendra à vos côtés, à nos côtés. Nous vous attendons de votre part une telle aide, ont affirmé donc ces 300 Iraniens en exil. Et toujours dans ce dossier iranien, l'Europe a enfin décidé de se mobiliser contre les gardiens de la Révolution. L'Union européenne a officiellement décidé de faire entrer les gardiens de la révolution iranienne dans la liste des organisations terroristes internationales. Ce sont les ministres des Affaires étrangères des pays européens qui se sont réunis à Bruxelles et qui ont pris cette décision après les images terribles de massacres de milliers de protestataires dans les rues de Téhéran. Et dans un message publié sur les réseaux sociaux après le vote, Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a déclaré, je la cite, que la répression ne pouvait rester sans réponse. Et ce matin, on a appris d'ailleurs que les Britanniques allaient eux aussi intégrer les gardiens de la Révolution dans cette liste noire du terrorisme international. Revenons au dossier gazaoui avec pour la première fois un aveu israélien quant au nombre de morts palestiniens au cours des 2 années de guerre dans la bande de Gaza. En effet, plusieurs officiers supérieurs de Tsahal ont admis hier que le nombre de victimes de guerre dans la bande de Gaza pourrait se situer autour des 70 000 tués, ce qui correspond plus ou moins aux données fournies par le ministère de la Santé du Hamas à Gaza. Je vous rappelle qu'au cours des 2 dernières années, Tsahal avait remis en cause régulièrement les données de ce ministère de la Santé à Gaza, mais donc apparemment elles seraient véridiques ou plus ou moins véridiques. Au sein de Tsahal, on explique que désormais on va vérifier le nombre de terroristes et de civils qui ne sont pas donc des terroristes parmi ces 70 000 morts. Et puis pour terminer ce premier journal d'information, un nouveau coup de chapeau à la haute technologie israélienne. La société israélienne QEI, qui est spécialisée, comme son nom l'indique, dans l'intelligence artificielle, vient d'être rachetée par le géant Apple, probablement pour la coquette somme de 1,5 milliard de dollars. Le montant exact n'a pas encore été révélé, mais cette société, on le sait, est présidée par Aviad Maisel et elle développe des applications d'apprentissage automatique dans le domaine des communications audio et vidéo. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour. Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin à la fin de cette semaine qui a été marquée, bien entendu, par la restitution ou la découverte du corps de Ran Gvili. Et d'une certaine manière, on a eu ce sentiment en Israël qu'une page se tournait, cette page
autour du dossier, du très lourd et douloureux dossier des otages. Et je voudrais avec vous que l'on revienne en particulier sur l'action de l'armée israélienne. Durant cette période, il y avait un commandement spécial qui était chargé d'accompagner les familles d'otages. Ce commandement a été dissous cette semaine. Je voudrais que vous reveniez un peu sur la manière comment les choses se sont présentées, comment elles se sont développées au fil des mois, des ans dans le cadre de ce commandement. D'abord, je dois vous dire que le terme n'est pas restitution du corps. Oui, Le Hamas n'a pas rendu le corps. oui, oui. C'est nous qui avons été le chercher dans une opération extrêmement compliquée où plus de 700 combattants de Tsahal, avec des membres des forces médicales de Tsahal, ont été cherchés dans un cimetière où le Hamas avait caché et enterré le corps de Ran Gvili Zichrono Livracha parmi des dépouilles et palestiniennes. Donc on a dû en fait chercher de manière extrêmement minutieuse, dans un environnement, comme vous pouvez le comprendre, extrêmement macabre, le corps du héros d'Israël, Ran Gvili. On a dû prendre des empreintes dentaires de plusieurs dizaines de dépouilles dans ce cimetière-là pour en fin de compte arriver à localiser et à pouvoir prendre et faire entrer à la maison Ran Vili. Mais le Hamas n'a pas restitué le corps. D'ailleurs, il faut même savoir que durant l'opération, qui a duré un certain temps, des terroristes du Hamas ont tiré vers les forces de Tsahal pour essayer de les tuer. C'est-à-dire qu'il y a eu, même durant l'opération, qui était la dernière opération pour retrouver enfin le dernier otage aux mains du Hamas, des tentatives du Hamas de tuer les Israéliens dans l'opération elle-même. Alors, je le disais, l'armée israélienne a accompagné les otages. Vous pouvez nous expliquer de quelle manière et comment ça s'est passé et quel a été le rôle qu'a joué l'armée durant cette période? C'est mis en place dès le départ un commandement spécial avec à la fois des soldats du rang, mais également beaucoup de réservistes dans différents domaines qui ont été reliés au général Nitzan Alon, lui-même un général de réserve, relié à Gal Hirsch, qui avait été nommé par le Premier ministre justement pour s'occuper du dossier des otages. Il faut savoir que le 7 octobre, ce n'est pas 251 personnes qui sont kidnappées, c'est 1200 personnes, 1400 personnes qui manquent. On ne sait pas où ils sont, s'ils sont morts, s'ils sont vivants, si les corps ont été retrouvés, s'ils sont identifiés. Donc il y a eu, vous vous souvenez Daniel, c'était maintenant il y a plus de 2 ans, mais il y avait une situation dramatique pour des milliers de familles en Israël qui ne savaient pas ce qu'étaient devenus leurs fils, leurs filles, leur père, leur mère, et donc et leur grand-mère. Donc dans ce cadre-là, c'est mis en place ce commandement spécial pour non pas seulement évaluer, mais pour aller véritablement identifier, savoir ce qui s'était passé. Ça a pris du temps pour arriver au fait qu'il y avait effectivement 251 personnes otages, après qu'on ait malheureusement découvert que 1200 personnes avaient été assassinées en quelques heures dans les différents kibbutzim, à Sderot, à Ofakim, par les terroristes du Hamas. Des hommes, des femmes ont été assassinés et kidnappés, d'autres ont été emmenés vivants, mais il fallait savoir qui était où et qui était qui. Et l'information n'était pas claire, donc il y a eu ce commandement spécial qui s'est mis en place, peut-être unique au monde d'ailleurs, dans ce genre de situation, qui a abouti donc hier aux funérailles du dernier otage, malheureusement mort. On a pu enfin localiser et faire revenir à la maison. Et là, on peut dire que grâce à Tzahal, grâce à ce commandement spécial, grâce aux efforts de Tzahal, du Shabak, en Israël, à Gaza, mais également en dehors d'Israël, le dossier des otages est actuellement clos. Ce chapitre est clos. Ça ne veut pas dire que la situation est finie, puisque, comme vous le savez, il y a encore 30-35 000 membres du Hamas armés dans la bande de Gaza, et qu'il est hors de question de laisser le Hamas armé et toujours être une menace sécuritaire pour Israël. Alors, la main sur le cœur, Olivier, si on vous avait dit qu'il y avait une possibilité
que tous les otages vivants soient rapatriés en Israël et que tous les corps des otages assassinés soient rapatriés également. Si on vous avait dit ça il y a quelques mois, vous y aurez cru? C'est finalement une situation qui était presque inimaginable, n'est-ce pas? Le Hamas, c'est un groupe de gangsters, de tueurs, d'assassins, de violeurs, qui gouverne d'une main de fer jusqu'au 7 octobre, la bande de Gaza. Et on a affaire à des gens de la pire espèce, avec des Gazaouis qui se sont également mélangés à tout ça, puisqu'on sait que des otages étaient également cachés et protégés, pas protégés au sens pour le Hamas, par des familles de Gaza, pour empêcher d'être localisés et d'être ensuite rapatriés en Israël, dans des opérations spéciales. Effectivement, les pires choses ont circulé, les pires rumeurs ont circulé. Le Hamas a également tout fait pour utiliser ce qu'on appelle la guerre psychologique, le terrorisme psychologique. Souvenez-vous, toutes ces rumeurs, tous ces films, ces vidéos qui circulaient, ces fake news, et puis ces accusations en disant c'est à cause de l'opération que des otages sont en danger, etc., pour essayer de bloquer l'opération de Tzal contre le Hamas. Donc tout cela réuni a fait qu'il y avait effectivement une situation extrêmement compliquée. On ne peut pas faire abstraction du rôle central, fondamental de l'administration américaine, de M. Trump, en particulier le président américain, qui a joué un rôle central dans le retour des otages vivants, mais également pardon, des otages morts, des pressions de Tsahal qui n'ont pas cessé jusque-là, jusqu'au dernier jour, puisque l'opération était là. Hein, je rappelle, ce n'est pas le Hamas qui a restitué le corps, malgré le fait qu'il devait le faire selon le cessez-le-feu. C'est Tsahal qui a été chercher le corps de Ran Gvili. Et les informations étaient très compliquées à obtenir. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais souvent l'information, ce qu'on appelle Yediat Zahav, l'information d'or, entre guillemets, sacrée, provenait d'interrogatoires de terroristes qu'on avait arrêtés et qui, en fin de compte, nous donnaient l'information. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous le savez ou si les auditeurs le savent, mais Oren Shaul, Zechrono Levracha, depuis 2014, était caché dans une glacière d'un magasin. Et l'opération a été très compliquée pour que on arrive de manière, je dirais, presque inimaginable, un peu à la James Bond, à faire que on puisse faire venir le corps de ce soldat qui avait été tué, puis gardé comme otage, mort, dans une glacière d'un magasin, je crois que c'était une épicerie, je crois. Et donc vous vous rendez compte de quoi on parle. On parle en fait d'informations qui doivent être extrêmement précises, avec le danger que si nous n'arrivons pas à obtenir l'information, si on se trompe, on peut mettre en danger l'opération elle-même et donc empêcher le résultat de l'opération. C'est ça à quoi on a eu affaire, et c'est pour ça que ce commandement spécial à la tête du général Nitzan Alon a fait un travail extraordinaire où à la fois le renseignement, à la fois les opérations ont été reliées jour et nuit, 24 heures sur 24, depuis le 7 octobre, pour arriver à ce résultat. Alors, une dernière question, Olivier. Elle se rapporte à des informations de cette journée d'aujourd'hui sur le fait que l'armée israélienne recommande presque en insistant à l'échelon militaire, à l'échelon politique, pardon, de cesser ou de réduire considérablement l'acheminement de centaines de camions d'aide humanitaire. Il y en a 600 par jour. De facto, l'armée explique que en acheminant autant d'aide humanitaire, eh bien, on fait les affaires du Hamas, qui
revend cette aide humanitaire, qui s'enrichit et qui reste sur le terrain, contrôle le terrain. Vous pouvez nous expliquer effectivement quelle est la position de l'armée à ce sujet? Melech Shlomo, le roi Salomon, a écrit, je crois, En Chadash Tachat Hashemesh. Oui. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était vrai durant la guerre est vrai également durant le cessez-le-feu. C'est-à-dire que le Hamas contrôle l'aide humanitaire, en tout cas les camions, les vols, et revend l'aide humanitaire. Vous savez qu'à un moment donné, vous vous souvenez, Daniel, on vous disait que tel était le prix de la farine, tel était le prix de l'huile, mais ces produits auraient dû être donnés, puisque c'est de l'aide humanitaire venant de la communauté internationale et non pas de l'aide qui arrive pour être vendue. Or, elle est vendue, elle est revendue. Donc il y a tout un marché interne où effectivement le Hamas détient, entre guillemets, les rênes de ce marché, de ce système. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars gagnés par le Hamas, qui aujourd'hui aurait entre 25 et 35 000 hommes armés dans la bande de Gaza. Et là, vous touchez le point central, c'est que l'armée, le gouvernement israélien, l'a dit il y a 2 jours, je crois, le Premier ministre Netanyahou, il n'y aura pas de reconstruction tant que le Hamas n'est pas désarmé et que la bande de Gaza n'est pas démilitarisée. C'est également ce qu'a dit, je crois, aujourd'hui le président américain. Et donc, tout ceci est très complexe puisque Israël, depuis le départ, malgré la critique et malgré les vagues d'antisémitisme sous fond de ce conflit, Israël n'a jamais voulu faire la guerre à Gaza, ni aux Gazaouis, mais au Hamas. Donc, il y a toujours ce dilemme entre l'aide humanitaire et le Hamas. Mais là, effectivement, vous avez raison de signaler, de pointer du doigt que le Hamas vole l'aide humanitaire, en tout cas, s'en empare, la contrôle et la revend et s'enrichit. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, d'avoir accepté de répondre à nos questions, en particulier donc sur ce commandement du département des soldats disparus et des familles d'otages, qui a donc joué un rôle déterminant au cours des 2 années de guerre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Le Yediot Aharonot parle en surtitre d'augmentation de la coordination sécuritaire entre Israël et les États-Unis face à l'enjeu iranien, et il précise en manchette: l'objectif est d'obtenir une supériorité totale dans les cieux de l'Iran. En manchette, le Israël Hayom annonce: les États-Unis ont formé grâce à Israël une banque d'objectifs à frapper en Iran, et le journal parle d'état d'alerte maximal alors que les Américains continuent à déplacer leur armada vers le golfe Persique. À Téhéran, l'ordre a été donné d'ouvrir les abris publics, et en sous-titre, le Yediot Aharonot explique qu'avant d'attaquer, Donald Trump veut être sûr que la probabilité d'un succès sera élevée, et le chef des services de renseignement militaire israélien, le général Shlomo Binder, était à Washington justement pour intensifier cette coordination entre Israël et les États-Unis. Il a fourni aux Américains plusieurs leçons qui ont été tirées de l'opération Éveil du Lion en juin dernier. Les Américains se seraient déclarés impressionnés par les capacités de l'armée de l'air israélienne. Et puis la page d'ouverture du Maariv de ce matin est aussi très militariste, si l'on peut dire. On y voit en illustration des avions de chasse israéliens armés de bombes dans les cieux du Moyen-Orient, et le Maariv titre: après 2 mois de menaces, l'heure de vérité face à la menace iranienne approche. Le journal parle d'escalade de la violence et d'une attaque américaine qui pourrait intervenir dans les toutes prochaines heures ou dans les prochains jours, avec le soutien et la coordination d'Israël. Et puis dans le Israël Hayom, un éditorial du docteur Chai Etan Cohen Agrodjak, qui est un expert du dossier turc. Et justement, cet expert explique les raisons qui ont conduit Tayyip Erdogan à soutenir aujourd'hui le régime iranien. Il écrit: en juin dernier, lorsqu'Israël a frappé puissamment l'Iran, il a de ses propres mains affaibli donc le régime iranien et fait de la Turquie la puissance musulmane régionale la plus importante, bien entendu, aux côtés de l'État d'Israël. Et à Ankara, on comprend que le maintien du régime des Mollahs oblige Israël à disperser ses capacités militaires. C'est entre autres pour cela que les Turcs soutiendraient le régime iranien aujourd'hui.
Les journaux reviennent également ce matin sur la situation sécuritaire à Gaza, alors que l'on entre dans la seconde étape du plan Trump. Et dans le Israël Hayom, le général Gershon Cohen rappelle dans cette analyse que Binyamin Netanyahu avait défini 2 objectifs de guerre dans la bande de Gaza qui n'ont toujours pas été atteints, le désarmement du Hamas et la démilitarisation de l'ensemble de la bande de Gaza. Et le général Cohen affirme que ces 2 objectifs peuvent être atteints. Il suffit pour cela, je cite, de s'inspirer de la stratégie qui a permis la libération de tous les otages. Et puis ce matin, les journaux lèvent un peu le voile sur une nouvelle affaire sécuritaire dont on parle à demi-mot ces derniers jours en Israël. Et cette affaire a un intérêt particulier uniquement parce que l'un des suspects n'est autre que, apparemment, un membre proche de la famille du chef du Shin Bet, David Zini. Le tribunal a autorisé les médias à rendre publique cette information durant la nuit et cela explique pourquoi ce n'est pas le Shin Bet mais la police qui enquête dans cette affaire. Et l'on apprend que la police a l'intention de préparer 11 actes d'accusation contre les principaux suspects dans cette affaire. Et ce matin, on parle aussi dans le Israël Hayom des élections législatives en Israël qui pointent à l'horizon. Moshe Klugart, qui est l'un des experts politiques les plus pertinents, fait une constatation. La fin du dossier des otages avec les obsèques de Ranvili cette semaine a marqué pour Binyamin Netanyahou le coup d'envoi de sa campagne électorale. Et pour Moshe Klugart, le partage entre gauche et droite, c'est du passé. Désormais, il faut parler de défenseurs du peuple juif ou bien pour les adversaires du Premier ministre, de soutien d'une alliance avec les frères musulmans. Dans le Yediot Aharonot, Sima Kadmon s'en prend, comme à son habitude, elle aussi, à Binyamin Netanyahou. Elle n'a apparemment pas apprécié que le Premier ministre s'enorgueillisse d'avoir favorisé la découverte du corps de Ran Gvili. Elle le critique aussi pour avoir mis en scène à son profit les obsèques du dernier otage. C'est vrai, il est bon de savoir que tous les otages sont revenus au pays, mais cela ne pourra jamais pardonner ce qui s'est passé le 7 octobre, écrit-elle, et cela ne pourra jamais pardonner les occasions manquées par Binyamin Netanyahou pour conclure un marché de libération des otages durant la guerre. Et puis les journaux et les médias s'en prennent ce matin à Mordechai David, un militant nationaliste de plus en plus célèbre en Israël. Mordechai David est devenu célèbre justement ces derniers mois en décidant de bloquer presque systématiquement les militants de gauche à leur sortie du parking de la place des otages. Il les a empêchés de circuler et justifie son geste en avançant les propos de la conseillère juridique du gouvernement, Galit Barab Miara, qui avait affirmé que bloquer le périphérique Ayalon était une démarche légitime de protestation. Cette semaine, Mordechai David a bloqué l'ex-président de la Cour suprême, le juge Aaron Barak, et cela n'a pas du tout plu aux activistes de gauche, à ceux-là même qui ont bloqué au cours des 3 dernières années le périphérique Ayalon. Ces militants rappellent que Aaron Barak a 90 ans, qu'il est rescapé de la Shoah et que cela ne se fait pas. Réponse à droite, vous avez bloqué dans votre protestation des femmes et des enfants de ministres de droite, alors cessez votre protestation à géométrie variable. Fin de citation. Et justement, dans le Yediot Aharonot, Amichai Attali s'en prend à l'hypocrisie de la gauche dans ce dossier. Pour lui, pour Amichai Attali, Mordechai David est un petit voyou qui rend fou un État entier. Mais il a le mérite au moins de confronter la gauche à ses contradictions et de lui mettre un miroir en face des yeux. Et Attali revient aussi sur le discours de colère prononcé hier à la Knesset, à la tribune de la Knesset, par le ministre Yitzhak Wasserholf, sur le fait que ceux qui s'en prennent aujourd'hui à Mordechai David et qui l'accusent de troubler l'ordre public, eh bien, sont justement ceux qui ont agressé il y a 3 ans son père malade et qui est décédé depuis. Et puis ce matin, le site N12 de la chaîne de la télévision 12 eh bien, évoque en évidence un dossier douloureux, celui de la pauvreté en Israël. Selon un rapport du Bitoire Leumi, les allocations nationales israéliennes, près de 900 000 enfants vivent aujourd'hui dans la pauvreté en Israël et n'ont pas accès à suffisamment de nourriture élémentaire, ce qui représente un quart des enfants d'Israël. Le site N12 souligne que selon l'OCDE, Israël se classe à la seconde place dans le nombre d'enfants nécessiteux. Le rapport des allocations nationales du Bitoire Leumi affirme que ces données sont le reflet d'une problématique qui existait mais qui s'est amplifiée avec la guerre. Le directeur général de l'association La Tête, qui est la plus importante association d'entraide sociale en Israël, a appelé à la création d'un office central et national de lutte contre la pauvreté en Israël. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Aurélien Bernheim. Aurélien, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin à l'approche du Shabbat. On a
vous avez été d'une certaine manière un des héros de la semaine, bien entendu, toute proportion gardée, parce qu'on vous a vu un peu partout sur les réseaux sociaux avec une vidéo qui est devenue virale très rapidement, où on vous voit en fait défier les pro-palestiniens dans une manifestation et en fait les confronter à travers à vos slogans, on va dire, en faveur de l'État d'Israël. D'abord, je veux rappeler que vous êtes, pour ceux qui ne le savent pas, le président du mouvement des étudiants juifs français. C'est-à-dire, c'est un mouvement, vous allez peut-être nous en dire un mot, qui est lié, qui est une sorte du EJF, d'organisation estudiantine, mais on va dire qui revendique une certaine position à droite de l'échiquier politique israélien, on va dire du côté du nationalisme, proche de Jabotinsky que l'on voit juste derrière vous. Alors, d'abord, premièrement, on va revenir sur l'actualité, sur ce que vous avez fait cette semaine. D'abord, comment vous avez eu l'idée d'aller provoquer, entre guillemets, ces manifestants? Alors, vous savez, on dit toujours que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Alors, je ne sais pas si c'était Dieu ce jour-là, mais en tout cas, je me promenais avec mon ami Elie, avec qui d'ailleurs j'ai créé le MEGF en juillet 2023. On se promenait à côté de l'Assemblée nationale, qui faisait beau ce jour-là, et on est tombé sur cette superbe manifestation de pro-palestiniens. En général, ces manifestations se tiennent le Shabbat, donc c'est compliqué d'intervenir, de prendre un micro, ce genre de choses. Donc, vu que c'était offert sur un plateau, on s'est dit qu'on allait un peu mettre notre grain de sel, essayer de perturber la manifestation, surtout qu'on est dans un lieu assez symbolique. Il y a l'Assemblée qui est à côté, il y a les Invalides de l'autre, l'espace où a été il y a plus d'un siècle dégradé le capitaine Dreyfus, on n'est pas très loin, vous voyez. Donc, on est dans un lieu assez symbolique. Et donc, à notre façon, on a essayé de perturber les choses. On s'est mis sur un banc, on a réfléchi, et c'est une dame de la manifestation qui est venue me tendre le micro, tout simplement pour apporter mon témoignage à l'oppression contre les pro-palestiniens dans les facs. Évidemment, moi, je me suis régalé, j'ai pris le micro, sauf que je n'ai pas milité pour la pseudo-Palestine arabe, mais pour la Palestine authentique, c'est-à-dire la Palestine juive, avec le seul et vrai peuple palestinien qui est le peuple juif, et avec, je dirais, même pour ajouter, ça je ne l'ai pas dit, mais avec le seul droit de retour qui est l'ALIA. Alors, je ne suis pas allé jusque-là, mais au moins j'ai pu dire cette simple vérité que la Palestine, vérité qu'on peut vérifier aujourd'hui en Israël, la Palestine sera éternellement juive. Alors, c'est votre Donc, camarade qui a filmé cela. Et comment les gens ont réagi? On a vu un peu la réaction. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé après que l'enregistrement soit terminé. en réalité, ils ont mis allez, peut-être 2, 3 secondes avant de comprendre ce qui était en train de se passer parce que je les avais un peu chauffés un peu avant Oui. en disant bravo pour cette noble cause, etc. Je leur ai fait quand même un peu de cavote quand même, vu qu'ils m'ont tendu le micro. Et ensuite, bien, tout simplement, j'ai été mis de côté, j'ai quitté dignement la- le- cette petite action. La police m'a retenu une petite heure où ils ont pris plusieurs fois en photo ma carte d'identité. Et ensuite, j'ai pu quitter la zone tranquillement avec Ellie qui était pas très loin. Alors, vous n'avez pas eu peur de vous livrer à ce genre de provocation? Parce que, en fait, de l'autre côté, il n'y a pas obligatoirement tout le temps des gens tendres. Alors, c'est sûr que on a toujours un peu peur, peut-être qu'on peut le voir sur la vidéo où je tremble un peu quand je tiens le micro. Et parfois, c'est bien un peu d'avoir peur parce que ça veut dire qu'on a toujours un peu la raison. Mais je sais que pour ce coup, avec Ellie, on était tellement dans l'ambiance qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, ça fait depuis 3 ans qu'on milite pour un retour de la fierté juive en permanence. C'est notre, je dirais, saine obsession. Et donc là, c'était le moment idéal. Et on s'est un peu jeté à l'eau. Et puis, heureusement, à la fin, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu vraiment de heurts, si ce n'est les médailles de sionistes, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de violence physique, ce qui aurait pu être le cas, par exemple, je sais pas, sur des endroits comme la place de la République, où la police est beaucoup plus loin. Donc là, je dirais, il y avait un cadre particulier qui permettait ce genre de petite action. Alors, concrètement, euh, quelles sont les actions de votre mouvement, du mouvement des étudiants juifs français? Est-ce que il y a de ce type d'activité, de type d'action depuis que, on va dire, depuis le début de la guerre, depuis que les manifestations pro-palestiniennes se multiplient, vous essayez de vous livrer à ce type de provocation, entre guillemets? Alors, vous avez dit la guerre, le MEGF a été créé en juillet 2023. Ah oui. Donc, avant le 7 octobre,
où on avait fait le constat qu'il manquait ce sentiment de fierté juive en France, que ce sentiment avait été totalement délaissé, de surcroît que notre jeunesse était désionisée, et qu'en plus, je dirais, elle n'était pas au fait, je dirais, des grands enjeux qui se passent actuellement en France, notamment sur la montée de l'antisémitisme. Et donc, on a créé cette association. Et donc, dans cette association, on a deux volets. Un volet, je dirais, intellectuel, de formation, avec chaque mois une conférence avec ce qu'on appelle l'Université Jabotinsky en partenariat avec le KGL de France, sur l'histoire d'Israël, sur les géopolitiques, mais aussi sur l'histoire juive et l'histoire de France. Et à côté, on a un volet militant. Ce qu'on a pu faire, par exemple, on a une fois déroulé une grande banderole face à Rima Hassan, où c'était marqué en grand la France aux Français ainsi que la Judée aux Judéens. On a pu aussi coller des affiches dans des facs, faire des tractages, des tractages à Sciences Po, à la Sorbonne, distribution aussi de stickers pour l'ensemble des étudiants. Voilà, à notre petit niveau, avec notre équipe de bénévoles, d'étudiants qui sont tous courageux, eh bien, on a réussi à la faire du militantisme, mais un militantisme authentique. Par exemple, quand on parle de sionisme, on n'est pas là pour parler de solution à deux États ou ce genre de choses, ce sont des aberrations historiques et c'est la négation de soi. Au contraire, on est là pour parler d'un Israël, tout simplement, Israël qui est de la mer au Jourdain, ce que réclament aussi les autres individus, sauf que les autres, c'est illégitime, contrairement à nous. Et on essaye ensuite, pareil, de parler de Jabotinsky, du partage de 1123, tout ce genre d'arguments que parfois on peut oublier. Alors, ces arguments sont sous nos yeux et nous permettent au contraire d'être des juifs fiers et de légitimer notre cause. Alors, Et en parallèle aussi, comment? on a aussi relancé en octobre de cette même année le mouvement de jeunesse Bétar qui avait disparu pendant longtemps en raison de l'alia de Serhan Yeri. Nous l'avons relancé et donc voilà, donc c'est pour les adolescents et on est dans la même démarche, c'est-à-dire renforcement de l'identité juive en connaissant l'histoire, mais tout aussi en se renforçant physiquement, ce qui est naturellement le particularisme de ce mouvement de jeunesse rabboutique. Alors, quelle est l'atmosphère, Aurélien, dans les facs en ce moment? On est dans une période d'après le post-conflit, on va dire, même si la guerre n'est jamais véritablement terminée. Est-ce que les choses se sont un peu calmées dans les universités par rapport au conflit entre Israël et les Palestiniens? Alors, ça dépend des universités. Par exemple, on a beaucoup insisté sur Sciences Po, vu que c'est, par exemple, c'est l'université l'une des plus prestigieuses, c'est une très belle école. Tous les jeudis, vers midi, il y a une commémoration des victimes palestiniennes. Évidemment, on parle des victimes arabes, pas des juifs, hein. Et donc voilà, à chaque fois, il y a ce moment de commémoration. Ils sortent un peu dans la rue Saint-Guillaume. Ensuite, je dirais, quand on entre juste dans une fac française, par exemple à Tolbiac où j'ai eu quelques cours, quand on entre dans cet univers-là, il n'y a pas forcément une violence physique, mais il y a une violence du quotidien, dans les mots. Évidemment, le mot sioniste, c'est un mot qui est la limite, et qui n'est même pas la limite, c'est comme du fascisme. On est par exemple dans toutes les couloirs des affiches, parfois contre Israël, des stickers, des tags, il y a une ambiance, donc sans même forcément, je dirais, des grandes actions coup de poing, il y a une ambiance qui est hostile, pas simplement à Israël, mais qui est hostile aux Juifs, vu qu'à chaque fois qu'il y a des actions antisionistes, comme par hasard, les premières victimes sont toujours les Juifs. Et tout cela, naturellement, et ça c'est toujours le cas aujourd'hui, avec le regard parfois bienveillant des professeurs, qui sont souvent des professeurs gauchistes, avec parfois l'aval même parfois des administrations des facs, qui n'osent pas trop intervenir. Surtout aujourd'hui, on essaye encore plus de mettre la cendre sous le tapis, vu qu'on dit on est après la guerre, donc on essaye de reprendre un rythme normal. Donc il y a toujours se laisser aller dans les facs, et qui est propice notamment à tous ces pro-palestiniens, même si j'essaie d'être nuancé. Par exemple, pour le cas de Sciences Po, il y a eu un léger petit coup de vis. Il est bon de le reconnaître. Les projets, parce que il y a toujours ce paradoxe que vous mentionniez à l'époque, à l'instant, à savoir d'un côté militaire en France, d'un autre côté vouloir faire son alia. Comment on concilie cette apparente contradiction? Alors, en réalité, souvent, on essaye toujours d'opposer des notions. Au MEJF, souvent, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait au bêta, on essaye de rassembler. Et parfois, on pense que deux idées contraires sont forcément antinomiques, alors que pas du tout. Moi, ce que je dis souvent, et cela a été enseigné par un de mes maîtres, le Rav Shlomo Mosini, et c'est très juste, ce qu'il dit, c'est d'abord, il faut être patriote en France. Il faut être loyal envers la terre, patriote envers pater, la terre, loyal envers la patrie où on est né, la patrie française. Si on est patriote sur la terre de France,
Alors naturellement, quand on fera son alia, ce qui est, je pense, je dirais, le sens même d'une dimension collective nationale, à ce moment-là, on sera patriote sur la terre d'Israël. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que lorsqu'on n'est pas patriote en France, eh bien, on n'est pas patriote sur la terre d'Israël. Donc je dirais, dans une vision sioniste, il faut déjà être patriote sur la terre de France, ce qui est essentiel. Surtout, comme je dis toujours, tant qu'on n'a pas fait son alia, tant qu'on n'a pas un pied dans l'avion en direction de la terre d'Israël, il faut être patriote envers la terre de France. Il faut être loyal, il faut défendre le pays où nous sommes. Et quand je dis le pays, je parle pas simplement des valeurs, liberté, etc., ou même de la République. Je parle de la France authentique, d'une France en effet qui est majoritairement chrétienne, avec une certaine culture. Et il est bon, nous juifs, de défendre, je dirais, nous les juifs, on est des amoureux du particularisme, de l'identité. Et donc il est bon, je dirais, de défendre l'identité française. Parce que défendre l'identité française, c'est d'une certaine façon aussi défendre notre identité particulière. Vous voyez? Ouais. Donc en réalité, tout va ensemble. Et il n'y a pas de Il n'y a grande pas de antithèse. contradiction, Jabotinsky, il y a une capacité à concilier les choses, effectivement. Merci beaucoup, Aurélien merci Bernheim, beaucoup à vous. de nous avoir d'abord de nous avoir fait découvrir cette vidéo assez impressionnante de vous cette Merci à semaine au vous. milieu d'une manifestation de pro-palestiniens à Paris, et puis de nous avoir parlé de votre mouvement, le mouvement des étudiants juifs français en France actuellement, que vous présidez. Merci beaucoup, bonne continuation et à bientôt et Shabbat Shalom. Merci à vous. Tel Chai, Shabbat Shalom.